Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le groupe Adiceo, assez rapidement, pour situer. Également l'établissement de Roche-Roussillon, situé en Isère. Et enfin, tout ce qui est processus d'alerte en cas d'événement sur nos sites chimiques. Donc, Adiceo, c'est une filiale de ChemChina. C'est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la nutrition animale. Et nous appuyons sur 11 centres de recherche et de production en Chine, aux USA et en Europe. Nous produisons, nous concevons et commercialisons un certain nombre de produits pour la nutrition animale dans un but de développement durable. Nous employons près de 2000 collaborateurs, servant plus de 3500 clients dans plus de 100 pays. Donc on va faire un focus sur un des sites de production qui se situe tout près d'ici. Donc c'est un établissement de Roche-Roussillon. Il y a également un petit site qui est dans le sud-ouest de la France, à Bayonne, qui est rattaché à cet établissement. Donc nous sommes sur la plateforme chimique de Roche-Roussillon, pour les locaux qui connaissent. Je fais un clin d'œil à quelques locaux que j'aperçois. Donc le site de Roussillon fabrique un produit qui s'appelle la méthionine, qui est un acide aminé destiné à l'alimentation animale. Nous fabriquons également un coproduit qui s'appelle le sulfate de sodium et un produit intermédiaire, l'HMTB. Pour fabriquer cette méthionine, nous avons besoin de produits en amont que nous fabriquons sur le site des Roches, sur la commune de Saint-Clair-du-Rhône. Ce produit s'appelle le MMP, c'est un méthylmercaptan. Nous produisons également du sulfure de carbone, de l'acide sulfurique, du sulfate d'aluminium. Et je l'ai dit tout à l'heure, le petit site de Bayonne qui nous alimente en soufre liquide. Voilà pour ce qui est du tableau de nos produits chimiques. Donc notre objectif prioritaire, c'est le zéro accident, évidemment, sur les personnes, zéro accident sur les transports, sur nos unités de production, pour assurer évidemment la protection des populations et la protection de l'environnement. L'établissement, nous sommes plus de 320 collaborateurs. La moitié des personnes travaillent en équipe postée, ce qui permet une présence en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an, sur nos unités de production, pour assurer la conduite et la surveillance de nos installations. Nous allons parler des alertes gaz. Donc, je vous ai exposé un certain nombre de produits tout à l'heure. Un certain nombre sont classés toxiques. Et nous avons un processus d'alerte qui permet d'organiser les secours en cas de fuite d'un de ces produits, même en très faible quantité. Donc en fait, cette alerte, elle va être proportionnée en fonction du produit et en fonction de la quantité. Dans un premier temps, la fuite peut être limitée à un atelier, tout comme à l'établissement, voire elle peut dépasser les limites du site. J'avais une petite vidéo, mais peu importe, je crois qu'on ne peut pas la passer. Ce qui est important de savoir, c'est que la priorité, c'est de porter secours aux victimes potentielles. Donc la priorité, c'est d'intervenir sur le terrain pour assurer la protection des salariés et évidemment des populations dans le cas où l'événement pourrait sortir du site. Donc, nous organisons ce qu'on appelle, on en a beaucoup parlé, on va s'organiser en plan d'opération interne. C'est-à-dire qu'on a une organisation au sein de l'établissement avec des personnels qui sont d'astreinte, donc des personnels bien sûr en journée, en heure ouvrée, mais également en astreinte 24 heures sur 24, qui peuvent intervenir et porter secours en cas d'événement. Donc nous avons une organisation avec toutes les personnes que vous pouvez voir, des chefs d'intervention, des pompiers volontaires
qui sont propres au site, des agents de maîtrise de sécurité, en cas de victime, des infirmiers d'astreinte, et puis également le personnel qui assure la conduite de nos installations. En cas d'alerte gaz, donc la première chose qui est faite, c'est le confinement du personnel. Donc nous avons des salles de confinement au niveau de nos unités de production qui permettent de mettre en sécurité les personnes du site. Ensuite, l'organisation va monter en puissance. On va faire ce qu'on appelle, on va armer un POI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes vont organiser, constituer des postes de commandement. Donc on a deux postes de commandement, un poste de commandement avancé et un poste de commandement exploitant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le poste de commandement avancé, il va être sur le terrain, il va assurer la coordination des secours, des victimes éventuelles. Donc, il va être en lien avec les salles de contrôle de nos unités de production pour porter secours, ça c'est l'objectif numéro 1, et également limiter l'impact et résoudre le problème que nous pouvons avoir sur nos installations. Deuxième poste de commandement, on l'appelle le PCX. Dans notre jargon, c'est le poste de commandement exploitant. Donc, c'est un poste de commandement qui est en lien avec le poste de commandement avancé et qui va être également en lien avec les autorités. Son rôle, c'est d'assurer la coordination des secours et d'assurer également la communication auprès des instances, des autorités. Si besoin, on a aussi en interne une cellule médicale qui s'organise, une cellule logistique, une cellule administrative. Donc il y a quelques illustrations qui montrent l'organisation avec chaque personne a un chasuble de couleur avec un rôle bien défini dans ce poste de commandement. Donc il y a une hiérarchisation et chacun assure un rôle pour assurer une communication la plus efficace possible. Là, vous avez un schéma d'organisation d'un POI. Donc l'événement, l'alerte est donnée par on compose avec un numéro de téléphone, avec un poste fixe. On va composer le 18, c'est le même numéro d'urgence que nous avons à l'extérieur du site, sauf que là, c'est à l'intérieur. Et donc, le 18 interne va lancer une alerte sur plusieurs postes téléphoniques. Ce 18 va aussi lancer, on parlait d'alarmes sonores et visuelles, va lancer des gyrophares, va lancer des klaxons. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour confiner le personnel et puis pour prévenir un certain nombre de personnes dans l'organisation. Donc, on va avoir les secours internes qui vont intervenir. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des 2 postes de commandement qui vont s'organiser avec le PCX qui va communiquer à la préfecture, à la sous-préfecture, au CODIS, à la DREAL, également à la gendarmerie, aux mairies riveraines. On verra tout à l'heure, on parlera d'une convention que nous avons signée avec les mairies. Les établissements voisins, nous sommes proches de la centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice, nous prévenons aussi la centrale nucléaire. Donc tout ce système d'alerte, il permet de donner des premières informations sur la nature de l'événement. Ce schéma d'alerte, nous le testons 3 fois par an, une fois avec le SDIS de l'Isère, que ce soit au niveau des secours, mais également au niveau, on a beaucoup parlé d'alerte et de communication, également jusqu'aux communications. Donc c'est fait sous forme d'exercice. Donc lorsqu'on communique, on a un message qui est tagué exercice. Ils font tous l'objet de comptes rendus qui sont envoyés aux administrations avec les points qui ont bien fonctionné et puis ceux qui doivent être améliorés.
Là, nous sommes dans une gestion interne, à savoir que nous sommes dans une gestion interne avec une communication à chaud qui a été faite, je viens d'en parler. Lorsque nous sommes en POI, nous sommes en lien avec des officiers de liaison du SDIS et qui, eux, sont en lien avec la préfecture. Donc, en fait, il y a un travail de collaboration, j'ai envie de dire, entre ADICO, le CODIS, les sous-préfectures, la préfecture, en amont d'un événement qui pourrait dépasser les limites du site. À partir du moment où l'événement est tel qu'il pourrait avoir des effets sur les populations environnantes, on va passer dans ce qu'on appelle, on va passer en PPI, en plan particulier d'intervention. Le responsable de l'organisation POI, c'est le DOI, le directeur des opérations internes. Il avait autorité, en étant dans l'organisation POI, pour organiser ces secours. À partir du moment où le préfet décide de passer en PPI, le DOI passe sous l'autorité préfectorale. Et à partir de là, donc les secours externes viennent en renfort de nos équipes internes et nous répondons, ADICO dans ces cas-là répond à la préfecture et la main est prise par l'autorité préfectorale. Donc le PPI, c'est un scénario majeur. Hein. Le cercle PPI a été communiqué dans le cadre des bons réflexes. Hein. C'est un cercle de 14 km pour ce qui concerne le site d'ADICO Les Roches. On en a parlé ce matin, il y a 2 autres rayons qui sont mis en place en fonction du scénario et de l'événement qui se déroule. Donc il y a deux autres rayons, P1 et P2, de 2200 mètres et de 5500 mètres, avant d'atteindre les 14 km. Nous avons signé une convention avec les mairies, une convention de communication. Donc nous sommes à la frontière de 3 départements, hein, bien sûr l'Isère, nous sommes en Isère, la Loire et le Rhône. Et nous avons signé avec 18 mairies environnantes pour le site des Roches une convention de communication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes en POI, nous communiquons avec ces 18 mairies sur la nature de l'événement qui se passe sur nos sites. Donc cette convention de transmission et d'information en cas d'incident ou d'accident, elle se passe dans les 2 sens, c'est-à-dire que l'industriel communique aux mairies environnantes s'il y a un incident sur son site, mais ça peut aussi marcher dans le sens où la mairie peut aussi communiquer à l'industriel en cas d'événement, ça peut être d'origine naturelle, sur sa commune qui peut impacter l'industriel. Donc voilà pour ce qui est d'un exemple, d'une pratique de communication, d'alerte en cas d'événement sur un site Céveso seuil haut. Donc les exercices, nous avons des pratiques qui font que nous avons une certaine maîtrise de ces vecteurs de communication et que ça nous permet du coup d'avoir une réaction assez rapide en cas d'événement sur nos sites. Merci pour l'intervention qui est parfaitement intégrée dans le chronogramme de la journée et intégrée dans le dispositif, parce que là encore, au-delà d'un processus d'information, on voit bien que c'est intimement lié à une organisation, son niveau de compétence et le fonctionnement associé. Tout à fait. Je vais passer sur les réseaux sociaux. Je pense que Johan Messirdi, BTS métier de la sécurité lycée Roland Caraz à Chenôve, a la réponse à sa question, comment fonctionne le système d'alerte sur le site ADICO. En l'espèce, vous l'avez parfaitement présenté au niveau organisationnel, fonctionnel et technique. Je le salue, il a posé plein de questions. Un coup de pub pour son BTS, c'est très bien ça. Moi, je reviens un instant sur ce qui est à l'écran. Ça date de 1999 et sous l'impulsion du SPI en Isère,
Vous le verrez, la conclusion sera donnée ce soir, dans quelques instants, par Corinne Thiévan, qui est à l'initiative conjointe de la journée pour le compte du SPI, des deux SPI, le Spiral lyonnais. Dès 1999, l'IRMA avait interpellé le préfet de l'Isère à travers les travaux du SPI pour permettre, le cas échéant, en cas d'incident, d'accident, comme vous l'avez souligné, que les maires puissent être informés quelque part en même temps que le préfet. Et je vois aujourd'hui, après 99, 2025, ça fait plus de 20 ans tout ça, que c'est encore opérant. Elle est mise à jour régulièrement et c'est toujours en vigueur, tout à fait. Eh bien, écoutez, on a une campagne électorale qui va arriver mars 2026. C'est important de tenir à jour ça parce que c'est un retour intéressant et j'invite pour le coup à vous saisir de ces informations-là qu'on doit pouvoir retrouver sur un article qu'on avait fait en 2001 sur le protocole d'information avec toutes les annexes pour ceux que ça peut intéresser. Et ça fait écho, vous le disiez, Monsieur Chevalier, comment informer les maires, le cas échéant, en cas d'incident, dans le cas du dispositif FR Alert, mais au-delà, dans la problématique de l'interopérabilité. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions. Je vois que c'est en train... on lève... Voilà. Grade, qualité, question, merci. Yann Gilberton, société Oxiane. Je suis responsable sécurité environnement. Donc j'ai des sites Céveso comme Adiceo. Et justement, il y a une circulaire qui date de 2011 sur l'organisation entre l'exploitant et les préfectures pour la communication. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais justement, il peut y avoir des fois un flou entre ce que l'exploitant doit communiquer au public et la préfecture. Et comment c'est établi dans certains cas. Je crois qu'il y a une vraie question de fond. Et au regard des travaux qui avaient été initiés et que vous avez maintenus dans la durée, ces questionnements se posent également en termes de réalité qu'on vit avec les réseaux sociaux. Et en particulier en secteur urbain où les protocoles d'information à chaud, on se le disait en entrevue, amènent forcément à ce que l'événement, s'il est perceptible de l'extérieur dans un rayon particulier, les réseaux sociaux peuvent amener des collectivités bien au-delà, en zone collatérale, je disais ce matin, à devoir se saisir des informations à communiquer auprès des habitants. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans cette intelligence collective qui nous réunit aujourd'hui pour faire en sorte qu'on n'ait pas de la rumeur et de la désinformation liée... Du coup, c'est important de faire une communication à chaud. C'est important de donner les premiers éléments qui sont ensuite complétés. En fait, on fait une première information qui, au fur et à mesure de l'événement, peut être modifiée. Et on va jusqu'à clôturer l'événement, on va jusqu'à dire c'est la fin du POI. Donc en fait, c'est important que la communication elle vienne de l'exploitant et qu'il n'y ait pas une extrapolation rapide au niveau des réseaux. Tout à fait. Alors, les échanges que nous, côté IRMA, on a avec les industriels posent un autre problème. C'est que souvent, et je prends en l'espèce la plateforme chimique de Pont-de-Clé, on a près d'un tiers de la commune qui est composée par la plateforme industrielle. Et le temps qu'un incident, un accident soit identifié sur la plateforme et que ça remonte par les processus vers l'astreinte, peut s'écouler un certain temps. Et je crois que dans les conventions auxquelles vous faites allusion, il est attendu de la part du préfet, des préfets de département, une information assez rapide. Et je crois que les conventions établies, et là j'interroge la salle, entre le préfet et les industriels, demandent que ça se fasse dans les 30 minutes ou les 15 minutes. Vous avez un éclairage à ce sujet ou pas ? En fait, tout dépend. Après, si on est en POI, déjà, il faut passer dans le POI parce que ça peut être un événement interne qui est maîtrisé au niveau de l'établissement. À partir du moment où on passe en POI, effectivement, il y a une communication rapide. Je n'ai pas de notion de timing, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit le plus rapide possible. Eh bien, je le vois, c'est le seul à avoir le chapeau, pour ceux qui sont à distance. Au moins, il était au chaud. Représentant d'Arkema Jari, il va nous donner un éclairage, merci à lui, sur la question que j'ai posée
sur le collectif. Et ça alimentera cette circulaire à laquelle vous faites allusion de 2011. Merci. Présentez-vous. Jean-Luc Stéphane, je suis un des responsables du service intervention du site de Jarry. Et j'en charge la gestion des crises. Nous, le préfet de l'Isère nous a dit clairement, si on dépasse 20 minutes entre le document qu'on doit lui envoyer et le début du sinistre, il considère... Déclenchement du POI. Voilà, même hors POI. Début du sinistre. Je veux dire, s'il y a un tas de palettes qui brûlent, hormis celui qui brûle aujourd'hui sur le piquet de grève, mais s'il y a un tas de palettes qui brûlent, dès qu'il y a une fumée visible de l'extérieur, et le cas échéant le 10 novembre, ça s'est bien vu de l'extérieur, il considère qu'on fait de la rétention d'informations. Donc il nous laisse 20 minutes au départ du sinistre. Donc vous considérez que la cellule POI, elle met peut-être 10 minutes à se rendre sur site parce qu'on est en pleine nuit, on est un dimanche. L'information doit être donnée très rapidement. Elle peut être fausse. C'est l'information qu'on a à l'instant T. Elle peut être erronée et ça nous est déjà arrivé. Il ne nous en veut pas. Mais par contre, on doit donner l'information et à chaque fois qu'on a une nouvelle information, il faut communiquer régulièrement, donner les informations via à jour. Un formulaire qui nous a imposé. Et ça marche relativement bien depuis de nombreuses années sur les sites Céveso. On est dans ce même schéma. Du département en fait. de l'Isère. On est dans le même département, donc la convention doit être la même. Et nous, on a fait le choix alors, tant que ça reste, nous, ce qu'on appelle une intervention hors POI, c'est un feu de palette, on reste en information aux autorités, DREAL, préfecture, sapeurs-pompiers de l'Isère et gendarmerie. Et dès que c'est ce qu'on appelle, nous, un vrai POI, on communique aux mairies, au comité local de l'eau. Voilà, on met tous ces gens dans la boucle et tous ces gens ont le même niveau d'information que la préfecture. Sachant que l'IRMA a été destinataire du mail le 10 novembre 2022, je crois, quelques minutes après, à tiède, presque à chaud, et on a été impressionnés. Ça montre bien que ce protocole est intéressant. Mais où je reviens sur une problématique de fond, c'est que dans la pratique des POI, au détour d'échanges que j'ai régulièrement avec les industriels, on constate que chacun a sa pratique de l'armement du POI, qui est glissant dans l'absolu. Et il est certain que si dans les protocoles, l'ingénieur d'astreinte a alerté vers l'extérieur quand le POI est déclenché, qu'en est-il dans une zone grise qui serait aux abords? L'équipe postée peut déclencher un POI, c'est-à-dire que s'il y a un événement, on ne va pas attendre l'arrivée du DOI pour déclencher un POI. Donc vous avez un mode réflexe. L'équipe postée, le chef de car, le chef de poste, a toute autorité pour déclencher directement un POI s'il juge que l'événement est suffisamment important pour alerter rapidement. Et puis la réalité qu'on a vécue, alors je ne me souviens plus de quelle année, le chloroduc entre Polymérie et la plateforme chimique de Pont-de-Clé qui a explosé. En plus, il était en maintenance. Et là, avant de trouver, 2009 peut-être, de trouver où est-ce qu'il y a eu l'accident, et ben, quand vous entendez que dans la convention, il y a 20 minutes et le temps de trouver sur 5 km d'où vient le problème, alors qu'il a été perçu, pas simple et pour l'industriel, et pour le préfet, et pour les maires. On voit bien que là aussi, cher monsieur, allez-y. Oui, juste en précision, en fait la convention, elle est effectivement valable dans l'Isère. Par exemple, dans le Rhône, il n'y a pas forcément ces conventions qui existent. Et après, il y a la loi aussi qui s'applique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sites Céveso ne sont pas postés. Et la réglementation nous impose d'avoir une demi-heure pour intervenir sur un site en heure non ouvrée, ce qui est un peu contradictoire avec les 20 minutes de communication, puisqu'un site qui va déjà mettre une demi-heure à intervenir sur son incident va avoir des difficultés à communiquer tout de suite. Donc l'aspect communication entre l'exploitant et vraiment les données qui peuvent être données, notamment en heure non ouvrée, parce qu'en heure ouvrée, il y a toujours quelqu'un, va être problématique. Donc on voit bien que c'est pas simple et que c'est des éléments qui concourent à l'inertie dans le traitement de l'information, de la donnée de départ
jusqu'aux autorités locales. Hein. Et là, on rédige notre copie. Hein. Je n'ai pas plus d'éléments. Quelqu'un souhaite ajouter sur l'échange qu'on a tous ensemble? Non. Je vois qu'on est à 16h57, on doit terminer à 17h. Je vous remercie, Madame Guironnet, d'avoir roqué, si vous me permettez le terme. Je me retourne une dernière fois dans la salle, je ne vois pas de main levée, je regarde les réseaux sociaux, on est encore à peu près 350 au total à participer à la session de cette journée. On a Joël Moulin, adjoint à la mairie de la Chapelle-Villard, dans un rayon des 14 km à vol d'oiseau d'Adicéo, qui nous dit que la commune n'est pas comprise dans le périmètre de communication, alors que la commune est à proximité l'est, Chuillé. Il y a eu un arbitrage qui a été fait, qui relève du protocole en interne. Hein. Merci Madame Guironnet. Voilà pour cette question. Il y en a quelques-unes. Je la salue, elle est très loin. Marixou Pénez, pourquoi être passé par un système de conventionnement avec les communes pour leur passer l'information et vice-versa? L'industriel doit rendre des comptes au maire de sa commune d'implantation au titre de son pouvoir de police des maires. Il alerte donc le préfet, les services de l'État. Ici, en tant que commune, j'imagine que c'est à l'échelle du PPI. On va vous amener le micro. Merci. Donc c'est tout à fait ça. Oui, il y a bien, on se doit de prévenir notre commune qui est en l'occurrence Saint-Clair-du-Rhône ou Roussillon. Là, c'est au-delà de notre commune. Hein, c'est 18 communes environnantes qui ont souhaité signer cette convention avec Adicéo pour être dans la même boucle d'information que la commune de Saint-Clair-du-Rhône. Très bien, merci pour la réponse. Là, on est très bon, il est 17h00. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. C'est en fin de journée, le président m'a dit on enveloppe et on va vers la conclusion. Je vais donner maintenant la parole à Corinne Thiévan qui va se lever, qui va me rejoindre. Hein. Allons-y pour les caméras. Et je rappelle que dans cette initiative partenariale, la journée FR Alerte d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la campagne. Voilà. Donc, rebonjour à ceux que je n'ai pas vus. J'ai l'honneur de faire cette conclusion de cette journée sur l'alerte qui a été organisée par l'IRMA et à laquelle on a été associé au titre de la campagne Les Bons Réflexes. Donc, je parle aussi au nom de Fabien Pourpry, qui est secrétaire général de l'APORA, et puis aussi de mes collègues du Spiral. Donc on a la chance de copiloter depuis plusieurs années une campagne régionale Les Bons Réflexes, donc qui répond à un certain nombre de thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Hein. Vous pourrez voir là-bas les petits kakémonos en fait, sur nos brochures Les Bons Réflexes qui ont été distribués à près de 3 millions de personnes dans la région, puisqu'on regroupe 123 établissements industriels. On a non seulement distribué les consignes Les Bons Réflexes, mais on a aussi communiqué sur le QR code FR Alerte, sur tous les moyens grâce auxquels les populations vont être informées. Donc pour cette journée, déjà, je voudrais remercier tous les participants et les intervenants. Comme François l'a souligné, il y a eu vraiment des échanges en toute transparence et avec beaucoup de réactions, de réactivité, que ce soit dans la salle, mais aussi en visio. Donc c'était vraiment très riche et très intéressant. Remercier aussi le SDMIS, parce que c'est vrai que ces locaux se prêtent très bien. On est bien accueillis, on peut manger sur place, on est au cœur de l'action et de l'intervention. Il y avait des petits exercices d'alerte à côté. Remercier aussi, bien sûr, l'IRMA, qui est co-organisateur. Vous avez vu l'équipe fidèle au poste avec plein de personnes dispo pour vous répondre. Ce serait vraiment super si vous pouviez remplir les petits questionnaires d'évaluation qui sont dans les dossiers. On en a besoin pour construire les prochaines actions, que ce vous soit ne sortirez pas s'il n'y a pas les fiches évaluation. Hein. Que ce soit les prochaines journées techniques, mais aussi d'autres actions que l'IRMA propose.
Pour revenir aux interventions de la journée, moi j'ai noté quelques éléments qui me paraissent importants de partager. Donc bien sûr, il y a nécessité de s'entraîner à tous les niveaux, de s'entraîner, Madame Guironnet l'a bien présenté, mais sur les sites industriels, s'entraîner aussi dans les écoles, s'entraîner aussi dans les ERP, etc. Mais aussi nous, à titre individuel, chez nous, avec nos enfants qui rentrent de l'école, avec des messages qui leur ont été passés, grâce à l'éducation nationale aussi. On a nécessité de se coordonner. Comme l'a dit tout à l'heure aussi Monsieur Douvinet, il n'y a pas de message 100% parfait. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer dès le début. La communication à chaud, ça a été aussi abordé. Et c'est très important parce que finalement, moi j'avais mes collègues de l'Adréal qui étaient sur place lors de l'accident Arkema à Jarry, puisqu'ils avaient fait une inspection inopinée juste avant. Et au moment de partir, explosion sur le site Arkema de Jarry. Ils devaient rentrer, ils avaient fait l'inspection, tout s'était bien passé. Franchement, la première demi-heure, c'est mon collègue Boris Valin, qui est chef du pôle Céveso chez nous en Isère, il a dit que ça passait quand même extrêmement vite. Donc c'est pas si simple de se dire on communique tout de suite, il faut donner les infos, c'est vraiment important. J'ai noté aussi, et ça mon directeur adjoint, M. Papoin, l'a dit ce matin, qu'il y avait une grande nécessité de maintenir la dynamique collective. On a tous besoin de travailler ensemble. Donc on a eu beaucoup d'infos sur le nouveau dispositif FR Alert, mais ça a été aussi dit plusieurs fois, on a une nécessité d'avoir plusieurs vecteurs d'information. Donc on a parlé de la sirène, on a parlé aussi de multicanaux pour toucher tous les publics. Donc ça c'est vraiment très important. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à travailler de façon collective. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été citées. J'ai noté les JNR, mais j'ai noté aussi les actions qu'on s'efforce de mener dans le cadre de la campagne Les Bons Réflexes. Donc, à titre d'exemple, on a fait une journée annuelle le 8 octobre, donc dans ce fameux mois de la résilience qui est très très actif. Et dans la région, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui proposent des animations. Donc, on a fait une journée sur la culture du risque avec la ville de Grenoble. Et donc, il y a aussi pas mal d'autres rendez-vous qui vont être programmés en 2025. Et nous, au titre de la campagne des bons réflexes, on vous donne rendez-vous le 3 juin 2025 à Valence. On va co-organiser une journée d'information et la thématique c'est est-ce que la transparence améliore la confiance. Voilà. Donc je vous remercie à tous pour votre participation et rendez-vous en 2025 pour pas mal de travaux encore autour de l'alerte. Voilà, vous avez encore de la documentation. Merci Corinne. La fiche évaluation, documentation au stand. Et puis les replays qui arriveront. Merci pour le niveau d'attention à distance. On était encore près de 350 au total. En fin de journée comme celle-là, c'est appréciable et ça force le respect. Restons en contact. N'hésitez pas à nous interroger. Ça n'est qu'un temps et tout au long de l'année, on peut encore échanger. Je salue ceux qui viennent de loin. Bon retour dans vos chaumières et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.